Bonjour Floris. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir, c'est pas un euphémisme, de recevoir Floris Rouzen, qui est un physicien ou un électronicien, il va nous le dire, je n'ai pas bien compris exactement, qui est tout à fait atypique, qui a une histoire personnelle tout à fait également, pas étrange, mais vraiment surprenante. Je vais essayer avec vous de partir à la découverte de cette personne. Bonjour Floris. Bonjour, déjà merci de me recevoir. Alors voilà, moi je t'ai connu, tu as travaillé beaucoup dans le monde de la radio et Mm. notamment dans la conception d'émetteurs Ouais. de radio, on parle de broadcasting, hein, de radio de communication dans les hautes fréquences. Et apparemment, si j'ai bien compris, tu as conçu des modules à la fois compacts et extrêmement performants. Ça, on ne peut pas te résumer évidemment à cela, mais déjà, comment tu te définirais aujourd'hui ton activité et ce que tu fais et qu'est-ce qu'on pourrait exprimer comme effectivement dire de ce qui est innovant dans ta démarche sur ce plan professionnel? Au départ, c'était pas prévu, hein. Je faisais des études de physique et, euh, et puis j'avais toujours en tête un peu cette ambition de fabriquer des émetteurs d'abord pour moi. C'était mon rêve, un rêve d'enfant, hein. J'avais 15 ans, je faisais un peu de radio pirate, les copains m'écoutaient. Et donc ça me faisait, c'était vraiment un plaisir extraordinaire que je garde. Je me rappelle très bien même où parfois je prenais mon scooter et puis j'avais un petit émetteur qui faisait 2 watts. Et puis j'allais au bout du village avec mon scooter et je regardais jusqu'où ça captait. Puis quand j'arrivais au village voisin, c'était un bonheur absolu de voir que mon signal arrivait avec mes 2 watts au village voisin. Donc c'était une zone conquise. Et donc je me disais, chouette, mes copains peuvent m'écouter jusqu'à là et tout. Donc c'est vraiment des bons souvenirs. Et puis aussi le plaisir de se dire, waouh, ça va jusqu'à là et tout. Donc, je- On est j'en- vers quelles années là? Parce que c'était les radios pirates, c'était avec Radio Caroline, c'était Ah oui, oui, non, non, on est beaucoup plus tard. C'était dans les années 2000. Ah, d'accord. Eh ouais, dans les années 2000. Mais tout ça, ces premières expériences très jeunes, ça demande quand même un savoir-faire qui n'est pas à la portée de tous les garçons ou filles qui ont 15 ans. D'où c'est venu ça? Déjà, j'ai bien compris le désir ou la joie de ce type de montage et d'exercice, mais la compétence, Euh, d'où est-elle venue, pardon? c'est mon grand-père qui m'avait mis la puce à l'oreille un peu, parce que lui fabriquait aussi des émetteurs. Il était professeur de physique à l'université à, à Amsterdam, je crois, ou quelque chose comme ça. Et bon, lui était vraiment quelqu'un qui était passionné aussi par ça. Donc il fabriquait des émetteurs et puis voilà, très petit, il m'a montré ça et puis moi ça m'a tout de suite intrigué parce que je trouvais ça génial de pouvoir transmettre quelque chose comme ça sans fil à travers les ondes, quelque chose qu'on voit pas, qu'on peut pas toucher. Et donc ça m'envoûtait en fait, ça m'a envoûté. Et puis, j'ai toujours eu une curiosité pour comment fonctionnent les choses. Donc, je voulais faire de la physique. Et bon, mon parcours scolaire a été un peu tumultueux, donc j'ai pas pu, comment dire, faire comme tout le monde, hein. Donc, au départ, euh, j'ai pas passé mon bac. J'ai fait le DAU. DAE, tu peux. DAEU, c'est un diplôme d'accès aux études universitaires. Et, euh, et puis c'était bien parce que je me retrouvais avec des adultes, enfin là je sors un peu de la question, mais je me retrouvais avec des adultes et puis des professeurs qui étaient pas passionnés par ce qu'ils faisaient. Donc, euh, donc c'était beaucoup plus intéressant que le système scolaire qui me donnait beaucoup de frustration et où j'étais très très enfermé. Et puis bon, à force de ces échecs scolaires, à un moment donné,
mes parents et moi-même, et puis avec un psychologue, décident que ce serait peut-être pas plus mal finalement que je sorte du système scolaire. Et je m'en rappelle très bien que je devais avoir 16 ans. Et voilà, et puis c'était le jour où ça y est, j'avais quitté l'école. Voilà, j'avais quitté l'école, ça y est, je me retrouvais dans ma chambre. Et mon grand-père m'avait conseillé un livre de John B. Hagen, un Américain qui a voilà, un petit bouquin qui parle des techniques de radiocommunication, de radar, de système, voilà, système pointu, hein, des radars pour le militaire, tout un tas, tout ce qui concerne la radiofréquence. Donc c'était un livre assez succinct, mais je me rappelle très bien de ce jour où j'étais dans ma chambre, et puis ça y est, j'avais reçu le bouquin. Et je voulais comprendre comment on amplifiait des signaux haute fréquence, comment fonctionne un amplificateur RF, quoi. C'est quoi le principe de base? Et donc je commence à feuilleter ce livre, et tout de suite je comprends par ce bouquin, c'est l'adaptation d'impédance. Ça, c'est la clé de voûte, la clé maîtresse, la clé porteuse absolue, le principe absolu pour concevoir un amplificateur haute fréquence. Voilà, c'est l'adaptation d'impédance. Et donc, le principe est exposé. Je commence au bout de 3-4 jours, à vraiment tilter, percuter sur le truc. Et je me souviens très bien de ce plaisir immense à mettre le doigt sur un concept fondamental, voilà, qui répondait à une question mystérieuse, comment fonctionne un amplificateur haute fréquence, puisque quand tu veux faire un émetteur, il faut quand même avoir de la puissance pour aller loin, donc faut générer des watts. Plus tu as des watts, plus tu vas loin, en général, en approximation. Et donc, évidemment, l'idée, c'est d'avoir un émetteur qui puisse fournir suffisamment de puissance pour aller loin. Alors, je reprends, pour aller loin, ce qui te motivait à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, est-ce que c'est justement d'aller loin, de transmettre des signaux à des humains ou dans des régions éloignées, comme même si c'était au départ, c'était le petit village d'à côté, ou c'était vraiment la technique? Comment tu vois les choses? Comment tu te revois à cet âge-là? Est-ce que vraiment c'est réaliser d'envoyer des signaux au loin, ou la technique qui t'a un peu absorbé ou qui t'a passionné? Est-ce que tu saurais dire ce qui... En fait, oui, c'est une bonne question. Il y avait les deux. Le challenge de se dire, tiens, je vais concevoir mon émetteur et je vais essayer d'avoir la puissance. Puis la curiosité de résoudre ce mystère, de se dire comment je peux gagner le maximum de puissance et tout ça. Et c'était le théorème de transfert maximal d'énergie. Ça, c'est quelque chose de compliqué, ça. Théorème de transfert maximal d'énergie. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est la clé de voûte. Une deuxième? Hein? Une deuxième? Non, la première, si tu veux, la clé essentielle pour concevoir un ampli RF, radiofréquence. Et c'est un principe fondamental de physique. Et je sais pas, c'est comme tu tombes amoureux, c'est un truc qui te prend comme ça, t'es envoûté par ce machin-là. Et on peut tomber amoureux de la physique. On peut tout. Ouais, en même temps, c'est un concept qui est assez simple, mais moi je me dis je me suis toujours dit que les choses les plus lumineuses se trouvent dans des idées les plus simples possibles à la base, quoi. C'est-à-dire que les choses les plus brillantes se trouvent à l'intérieur de concepts qui sont en soi très simples. Donc en fait, j'ai l'impression que tu maries harmonieusement la physique et la philosophie. Ouais, peut-être, j'espère en tout cas, mais ouais. Tu espères, ou tu le sais, ou ton guide dans tes innovations, tes réalisations qui sont elles-mêmes très concrètes? Je crois que tu en vis aujourd'hui, hein, de ces modules, de ces émetteurs. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans la poésie, nous sommes aussi dans des réalisations très concrètes, très performantes, et c'est ça qui a fait ta place tout à fait particulière
dans le monde de la radio et des stations émettrices, non? C'est vrai, t'as raison. Il y a un peu cette recherche de la beauté, j'avoue. J'avoue que même plusieurs fois d'ailleurs, où j'étais confronté à des choix que je devais faire, et des choix de commercial, c'est-à-dire tu conçois une machine, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que j'ai envie, je fabrique des émetteurs, hein, c'est venu un peu sans vraiment l'anticiper, et en fait je choisis en fait ce que je trouve beau. Tu sais que tu rejoins par là le Graal des mathématiciens qui estiment qu'une équation, elle doit être belle, Elle doit être... elle doit être juste, elle Ouais. doit être la plus simple possible, et qu'en fait, tu rejoins complètement l'idéal. Tu me verras, la physique et les mathématiques sont des sœurs jumelles, ou en tout cas très complémentaires, et qu'en fait, dans ta démarche, en fait, tu recherches simplicité, beauté. Ouais. J'avais cru comprendre justement dans les émetteurs que tu concevais qu'ils étaient extrêmement compacts, qu'il y avait des pertes d'énergie extrêmement faibles et que c'est ça qui avait fait aussi la percée, si je puis dire. Tu rejoins cette approche, cette analyse ou... C'est vrai, moi quand j'avais commencé, effectivement, il y avait souvent, bah, c'était dans les années 2000, un émetteur c'est quelque chose qui doit être très stable, c'est quelque chose qui peut être fragile quand il est soumis à des perturbations. Quel type de perturbation? Bah, si par exemple tout ce qui est perturbation électromagnétique, des choses comme ça, donc si par exemple il est perturbé par d'autres champs extérieurs, ça peut vite devenir problématique. Et souvent, bah, dans le métier, on compartimentait les organes. Donc tu avais le modulateur qui était bien séparé de l'ampli de puissance, de sorte à ce que l'ampli de puissance ne perturbe pas le modulateur pour que le tout reste stable. Et puis, moi, je me suis dit à un moment donné, bah tiens, je pense qu'il est possible de mettre tout ça en un seul bloc, sans que ça se perturbe, tout en étant stable. Je me rappelle très bien, je me baladais dans la forêt comme ça pour réfléchir à ça, et puis finalement, à force de raisonnement, je me dis, il n'y a pas de raison que ça puisse pas être possible. Donc j'avais commencé à faire un premier prototype, puis au bout d'un an, effectivement, alors il n'y avait pas que ça, il y avait aussi une technologie d'amplification propre, mais ça on pourra peut-être y revenir plus tard s'il faut, mais c'est pas... Mais bon, c'est ce qui fait aussi le cœur de métier, mais c'est pas le sujet là, mais j'avais réussi à résoudre ce défi. Au bout d'un an, j'avais fait un prototype qui fonctionnait et qui était stable, et je l'avais montré sur ma chaîne YouTube. Et à l'époque, j'avais pas mal de gens du milieu qui me disaient non, c'est impossible, ça va pas marcher, on me prenait un peu pour un sorcier du milieu, ou pour un escroc même, peut-être. Non, mais sorcier, est-ce que tu l'es pas un peu? Je sais pas, mais non, je pense pas, mais en tout cas, voilà, je voyais pas pourquoi. Alors, il a fallu, comment dire, combattre des barrières psychologiques un peu, parce qu'en fait, je me suis aperçu que les affirmations qui disaient que c'était impossible, c'était plus des barrières mentales, il n'y avait pas vraiment de fondement scientifique. Et donc, un des gros efforts, c'était de se convaincre soi-même que c'était possible. Donc, en fait, j'ajoute la mobilette, la promenade en forêt, j'ai l'impression que tout ça, ce sont des démarches qui ont été très solitaires. Ouais. Est-ce que tu avais des contacts avec des physiciens, avec des professionnels de la radio? C'est vraiment une démarche vraiment très, très personnelle. Ouais. À l'époque, personnel, très solitaire. Ouais, je connaissais personne. Comment tu vivais ça, ce côté effectivement donc très solitaire? C'était une recherche personnelle. Je m'intéressais à ça. Je pensais ça tous les jours. Ça travaillait dans ma tête. C'était vraiment un objectif que je m'étais fixé, et une obsession vraiment qui Alors, me... Aujourd'hui, j'ai cru comprendre que on va quitter, je ne sais pas si on va, en tout cas on reste dans les ondes, et que tu t'intéresses à la physique la plus dure, celle des trous noirs, les questions au niveau, qui interrogent les relations entre l'énergie, l'entropie. Tu peux nous dire un petit peu là,
encore une fois, est-ce que pour toi c'est un prolongement naturel et quel est, j'ai un mot qui me vient, hein, quelle est ta quête, ce que tu recherches aujourd'hui? C'est très étonnant parce que, en fait, je me suis aperçu que c'est toujours le théorème de transfert maximal d'énergie qui me fascine. Et en fait, je me suis aperçu que ce théorème-là, finalement, c'est une pierre angulaire. Alors, c'est peut-être moi qui hallucine. Je m'aperçois que ce théorème-là, on le retrouve dans quelque chose de très profond de la physique. C'est pas juste quelque chose qui tient à l'ingénierie, c'est une propriété fondamentale de l'univers, en fait. Et dès lors qu'on a mis le doigt là-dessus, ça ouvre l'esprit parce que on s'aperçoit que, ou en tout cas c'est ma conviction. Et puis moi j'aime beaucoup aussi les analogies. Je suis très analogique en fait dans ma pensée. Je crois que des principes qui viennent d'un domaine peuvent être extrapolés à d'autres domaines qui a priori n'ont pas forcément de rapport a priori, et en fait il y a un côté un peu fractalaire si tu veux dans les idées, c'est-à-dire qu'une idée qui vient d'un domaine, elle peut être greffée, elle peut servir de base de pensée pour un autre domaine. Et le théorème de transfert maximal d'énergie, finalement, on va dire que c'est un théorème qui vient plutôt des ingénieurs radio, mais si tu regardes un peu la mécanique quantique, tu t'aperçois que quand on parle de probabilité de présence d'une particule quantique dans un champ quantique, tu t'aperçois que ça ressemble étrangement à ce théorème de transfert maximal d'énergie. Donc là, on a l'impression que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que le côté, disons, de la technique a été un peu cédé le pas devant une recherche. On a l'impression que ta quête, c'est quelque chose qui relève plus de la compréhension d'un principe constitutif de l'univers, ouais. Et que c'est plus là, on est plus dans une démarche philosophique, ou en tout cas qui cherche une unité ou une compréhension du tout. Parce que ça ouais, c'est ça. Ça traduit ce que tu ressens? Absolument, ouais. C'est vraiment l'idée de se dire, j'ai entre les mains un concept assez innocent. Innocent? Innocent, oui, parce que c'est... Un mot curieux dans ce contexte. Oui, parce qu'en fait, il est tellement... il est à la fois insignifiant et à la fois, il cache beaucoup de profondeur. Il est assez mystérieux comme concept, si tu veux. Personne... aujourd'hui, dans la physique, j'ai l'impression qu'on est un peu comme dans un TGV. On regarde le paysage et on prend pas le temps de regarder le détail, si tu veux. On veut aller, je ne sais pas où d'ailleurs, on veut aller vers l'unification, mais finalement, tu veux aller tellement vite que t'as pas le temps de regarder le paysage qui est autour de toi, et t'es comme dans un TGV, tu vois tout en flou, et tu te dis, tiens, voilà. Et en fait, le théorème de transfert d'énergie maximale, il n'a pas vraiment de fondement... de fondement physique en fait. C'est juste une observation. On observe que ça marche comme ça. Mais il n'y a personne qui a pris le temps d'essayer de comprendre d'où ça vient. Et ça, c'est ta démarche personnelle aujourd'hui? Ouais. C'est ta recherche personnelle? C'est ma recherche personnelle. Et comment tu l'amènes? C'est une réflexion en te promenant dans la forêt? C'est en lisant? C'est en rêvant? C'est un peu une intuition. Comment tu... C'est une intuition. C'est quoi ton moteur? C'est une intuition, c'est une volonté. Alors, le moteur, c'est un peu se dire, il y a une harmonie. Et je trouve ça beau de se dire que l'univers tiendrait, qu'une des clés de l'univers tiendrait par ce principe. Il y a quelque chose un peu de mystérieux, je trouve ça beau, en fait. Mais tu cherches une musique, tu cherches le bonheur, une harmonie. Tu cherches l'harmonie. Ouais, l'harmonie, ouais. Mais tu sais qu'elle existe. Ouais, je la ressens. Je la ressens qu'elle existe à travers ce principe. Et est-ce qu'on peut expliquer l'harmonie?
j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils ressentent. L'expliquer, la rationaliser, Bah, c'est ça le but? oui, voilà, c'est ça, c'est de se dire, bah, il y a cette harmonie, mais je peux pas encore la prouver. Mais par contre, je peux peut-être la prouver si j'observe que des phénomènes. C'est un peu comme, si tu veux, c'est un peu à l'époque, quand on revient à l'époque de Newton, où on s'apercevait que les lois qui régissent la trajectoire d'une pierre que tu lances, c'est les mêmes lois qui régissent la trajectoire des planètes, etc. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de les lois de la Terre sont les mêmes que celles au ciel. Or, la Terre, bah, elle est accessible, tu peux la toucher. Les lois du ciel, tu peux pas y toucher. On n'est pas au ciel, on peut pas mettre sa main dans les cieux, tu vois. Et il y avait cette beauté de se dire, bah, en fait, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Là, je parle un peu en termes métaphoriques, ou métaphysique. Ou métaphysique, mais finalement, que tu regardes les bases de la physique, les motivations de la mécanique newtonienne, c'était ça, c'était de se dire, bah ouais, effectivement, le comportement des planètes, le comportement des petits points lumineux que j'observe dans ma lunette astronomique, bah, se comportent, suivent les mêmes lois que celles d'un caillou que je lance dans mon jardin. Quand on entend Étienne Klein qui dit que la physique ne pourra pas progresser tant qu'on n'aura pas réinvesti l'esprit, est-ce que tu te reconnais dans ces propos ou une autre façon de poser la question, c'est une autre manière de poser la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on sait que la matière c'est des vibrations, qu'un électron c'est un ensemble d'ondes stationnaires, est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment quelque chose encore de concret, de solide, qui sépare la physique de la métaphysique? Bah, je pense que, en fait, alors là, je vais en venir un peu à cette histoire de thermodynamique. Je pense qu'aujourd'hui, on n'ose pas aborder, enfin, on veut pas prendre en main en fait, on n'ose pas prendre en main on n'ose pas se poser la question, ça veut dire qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, par exemple, je parle l'entropie, par exemple. L'entropie, c'est un sujet qui est beaucoup discuté, mais à la fois, t'auras très très peu de chercheurs qui vont se dire, bah tiens, je vais penser à qu'est-ce que c'est que vraiment l'entropie. Et c'est d'ailleurs tout le drame de Boltzmann. C'est-à-dire que, alors il y avait Clausius avant qui a émis les premières constructions, la première conceptualisation de l'entropie avec la quantité de chaleur divisée par la température, etc. Et puis Boltzmann a une intuition très mystérieuse. D'ailleurs, il a gravé sa formule sur sa tombe. Hein. Je pense que c'est pas pour rien. C'est parce je pense pas que c'est lui qui l'a gravé. Bon. Ah ouais, tu crois pas? Non, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Je pense que c'est lui qui l'a demandé. Bon. Ou peut-être qu'il l'a demandé. Pardon. Je pense qu'il a demandé, ouais. Parce que, à mon avis, il a senti qu'il y avait quelque chose qui devait rester après lui. Ouais, et puis qu'il traversait. Mais sans savoir vraiment pourquoi, en fait. Et d'ailleurs, ses contemporains le regardaient un peu bizarrement, parce que, oui, parler de micro-État à l'époque, ça avait aucun sens. Et donc, et tu me disais la question, la question, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore quelque chose qui sépare vraiment, je ne vais pas faire le mauvais jeu de mots de physiquement, la métaphysique de la physique, justement. Est-ce que dans ta démarche, en recherchant une harmonie, ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que tu la ressens, mais que tu veux la prouver, c'est quand même deux choses différentes. Si on ressent quelque chose, c'est que ça existe. Si on veut la prouver, c'est une autre partie. Est-ce que c'est la traduction de notre mental qui veut s'appuyer sur un espèce de granit, parce qu'on ne fait pas confiance à notre intuition, alors que la recherche, elle est basée à 90% sur l'intuition et pas sur la raison. Sans ça, tout le monde serait... les sciences progresseraient sans doute beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Parce que je repense, moi, je sais pas pourquoi, j'ai l'esprit de Gödel qui vient, qui a quand même dit à propos du justement théorème d'incomplétude, on peut jamais prouver quelque chose en se basant sur les axiomes d'une discipline. Donc ça veut dire qu'il a dit, c'est ça qui a été révolutionnaire,
que même un raisonnement mathématique ne peut pas être prouvé, parce qu'on peut le prouver que par des actions mathématiques, donc on s'appuie sur soi-même. Je repense, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage chimérique là, qui tirait sur ses bottes pour s'envoler, là, Ouais. le bootstrap, Oui. la théorie du bootstrap en statistique, où on va tirer d'un échantillon d'autres éléments, et comme ce personnage qui voulait tirer sur ses bottes pour pouvoir s'envoler, etc. Bon, bref, la question, pour revenir vers toi, c'est effectivement, est-ce que à l'intérieur de toi, tout se passe bien entre le chercheur, le physicien, le technicien, et puis l'homme que tu es, qui a un esprit, qui a une âme, et qui va aller chercher un secret de l'univers. C'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait sur les mêmes procédés, les mêmes démarches. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que tu parles du théorème de Gödel, et c'est ça qui est intéressant, c'est la recherche de l'harmonie. Et l'harmonie, en fait, j'ai l'impression que pour rationaliser l'harmonie, en fait, il faut montrer que plusieurs concepts peuvent aller ensemble. Tu peux pas rationaliser l'harmonie en elle-même. Pour rationaliser l'harmonie, en fait, tu es obligé de montrer que tel concept marche avec tel autre concept. Et donc, aussi bien dans les mathématiques fondamentales que dans la physique, bah justement, tu prends un concept, voilà, et tu vas voir que celui-ci peut résonner, peut rentrer en écho avec quelque chose de plus grand ou de plus petit. Et c'est là où j'en reviens à l'exemple de Newton, c'est que les lois qui régissent le comportement d'une pierre que tu lances dans ton jardin sont les mêmes que la loi qui va régir la rotation de la Terre autour du Soleil, etc. Oui, mais là, on est sur une recherche des similitudes, des analogies qui ont été de tout temps un moyen très fort pour l'humain, effectivement, de comprendre. Ce sur quoi j'ai vraiment quelque chose que tu puisses exprimer, c'est rationaliser l'harmonie. Pourquoi est-ce que l'harmonie, encore une fois, ne peut que se constater, et qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi est-ce qu'on voudrait rationaliser, expliquer, la décortiquer, la disséquer? C'est quoi le but de rationaliser l'harmonie? Ouais, c'est une bonne question. En fait, l'harmonie, on peut l'observer, mais j'ai l'impression que tant que tu l'observes, tu peux pas rentrer à l'intérieur. Et donc la rationaliser, c'est comme si tu pouvais commencer à entrer à l'intérieur. Et quand tu rentres à l'intérieur de l'harmonie, ça se prolonge encore. C'est comme quelque chose qui progresse, en fait. Et du coup, effectivement, tu vas voir que plus tu veux rationaliser l'harmonie, plus tu vas devoir encore continuer la recherche de l'harmonie. Donc il y a une quête infinie. Et on en revient au théorème de Gödel. Mais oui, rationaliser l'harmonie, c'est vouloir pas seulement la voir d'un œil extérieur, comme tu regarderais un tableau, c'est rentrer à l'intérieur du tableau. Et pour rentrer à l'intérieur du tableau, t'as besoin de le toucher, t'as besoin de le palper, t'as besoin de le goûter. Donc il y a une sorte de besoin de matérialiser la chose, de pouvoir la manipuler, la toucher. Et parce que si tu regardes juste le tableau à 100 mètres de loin, ok, tu vois qu'il y a cette harmonie, mais t'es pas dans le tableau. Alors, parce qu'on approche de la fin de cette interview, est-ce que la quête de Floris Rosen, c'est une recherche d'harmonie par tous les moyens ou par certains moyens qu'il maîtrise? Il veut la juguler, Moi, cerner? Oui, je pense que... c'est quoi le but ultime tel que tu pourrais le définir? Moi, c'est ce théorème de transfert d'énergie maximale qui est la pierre angulaire, la pierre fondatrice de tout le raisonnement de pensée que je fais, qui a été initié effectivement par les techniques de radio, hein, je crois que faut le dire. C'est la porte d'entrée. Ouais, c'est la porte d'entrée, et je pense que quelque part c'est une drôle de coïncidence, on va dire. Pourquoi coïncidence? Parce que ce théorème de transfert, si j'étais juste issu d'une formation de physicien,
le théorème de transfert d'énergie maximale, ça aurait été comme un caillou sur la voie ferrée, si tu veux. Ça aurait été insignifiant. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait pas... Donc, qu'est-ce qui a fait en toi que ça n'a pas été un caillou insignifiant? Parce que c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce que fait un ingénieur. Enfin, c'est la pierre angulaire pour concevoir un émetteur, si tu veux. Et en même temps, je vois qu'elle a des échos dans la mécanique quantique, dans la relativité. C'est intéressant parce que je vois que justement, ce théorème de transfert d'énergie maximale parle de puissance, et on s'aperçoit qu'en mécanique quantique, on parle de probabilité de présence, mais je m'aperçois que cette probabilité de présence, finalement, elle peut être convertie en puissance, donc en watts. Et de là naît l'idée de se dire, bah tiens, alors je ne sais pas si on peut en parler là, mais je vais convertir en fait ce concept de probabilité de présence qu'on a en mécanique quantique, ou quand tu fais des interférences, des franges d'interférence, je vais le convertir en watts, en puissance. Et c'est vraiment ce qui se traduit, hein. C'est pas interdit par la physique. Je veux dire, là où tu as les franges, quand tu as des interférences de photons ou d'électrons, etc., bah, tu vois bien que les zones les plus lumineuses, c'est là où tu as le plus de puissance. Hein, voilà. Donc c'est pas insensé, c'est pas interdit de faire ça. Et si on poursuit ce raisonnement, j'ai envie de décrire l'espace-temps, de construire, enfin de permuter en fait une approche de l'espace-temps en termes de puissance. C'est-à-dire de considérer que la puissance est en physique classique jusqu'à ce jour, la puissance en watts, c'est ce qu'on pourrait dire une grandeur physique composite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fondamentale. C'est-à-dire que c'est juste de l'énergie divisée par du temps. Mais en soi, la puissance, c'est pas une brique élémentaire de notre conception physique fondamentale. Contrairement à, par exemple, la masse, qui est une brique élémentaire de la physique, la charge électrique, l'action, par exemple le principe de moindre action, ce sont des concepts fondamentaux sur lesquels on va construire une théorie. La puissance, c'est pas le cas. Et moi, je me dis, bah tiens, on va dire que la puissance va être une brique élémentaire et on va essayer de concevoir l'espace-temps au travers de cette brique élémentaire que je vais déclarer comme élémentaire. Et de là, je vais en faire naître des propriétés mathématiques et je vais voir ce que ça donne. Voilà. Bah, écoute, je sais qu'il y a aussi un autre, enfin, c'est sans doute une partie de ce que tu viens de décrire de ta recherche personnelle. Je sais qu'également le mariage ou les interactions entre thermodynamique et mécanique quantique sont des choses sur lesquelles tu vas avancer. Je pense qu'il faudra qu'on consacre un deuxième enregistrement rien que sur cette question. Volontiers. Je voudrais juste terminer cet entretien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, ça me paraît très bien. Bon. C'est pas une réponse, mais Oui, bah écoute, Floris Rosen, je vais te remercier infiniment pour tout ce que tu nous as apporté, ton témoignage, ton regard qui est certainement pas anodin sur toutes ces choses, c'est complexe, et surtout sur effectivement qui dépoussière beaucoup de choses convenues. Et quand tu dis effectivement, j'ai l'image du TGV, on va peut-être un peu trop vite aujourd'hui pour que chaque étape soit franchie et reconnue sur le chemin en fait de cette quête que beaucoup présentent ou recherchent, qui est une quête de l'univers, de ce que ça veut dire, et de l'harmonie en fait que j'ai bien compris que tu recherches encore une fois avec des itinéraires très personnels. Merci Floris. merci.